Bonjour les filles. Bueno, aquí tenéis un vídeo muy especial que os he preparado con 12 temas que podrían caer en el examen oral del DELF B2, ¿vale? Son temas que he elegido de actualidad, que bueno, que pueden estar bien y os he preparado ya los argumentos para que simplemente tengáis que hacerle pantallazo, tomar notas, estudiároslo y que así cuando estéis en el momento de preparar vuestro borrador para hacer vuestro monólogo, pues os salga mucho más fácil y no tengáis que estar dándole vueltas para pensar argumentos positivos, negativos, etcétera. ¿Vale? Bueno, espero que os guste mucho esta lección y que os sirva mucho, os dé ideas y os sirva de ejemplo también a la hora de argumentar. Y simplemente recordarte que si estás preparando el DELF y quieres trabajar conmigo y que te envíe una propuesta sin compromiso, puedes rellenar el formulario que aparece en la descripción. Nada, simplemente te dejo con la lección y espero que te sirva mucho para preparar el B2. Ya me contarás. ¡Nos vemos! Voilà, on commence avec cette vidéo avec 12 thèmes potentiels afin de préparer l'épreuve orale du DELF B2. Le premier sujet qu'on va analyser, c'est l'impact du sport sur les ados. Pour le contexte, il faudrait mentionner que de nos jours, le sport joue un rôle important dans notre vie et en ce qui concerne les arguments, on pourrait mentionner ces arguments qu'on voit là, c'est-à-dire pour les arguments positifs, on peut parler du développement physique et amélioration de la santé, c'est-à-dire le sport aide les jeunes à maintenir une bonne condition physique, à développer leur force, leur endurance et leur coordination. On peut mentionner que le sport renforce la confiance en soi, c'est-à-dire que la pratique régulière d'un sport peut améliorer l'image que les jeunes ont de eux-mêmes. Voilà. Après, nous avons apprentissage de la discipline et du travail en équipe, c'est-à-dire le sport enseigne aux jeunes la discipline, la persévérance et l'importance de la coopération. Pour les arguments négatifs, on peut parler de la pression et stress excessif, c'est-à-dire que la compétition et la pression pour exceller et être en forme peuvent entraîner du stress chez les ados et aussi des troubles mentaux comme par exemple l'anxiété. Risque de blessure, on pourrait aussi mentionner que les jeunes sportifs sont particulièrement vulnérables si les mesures de sécurité ne sont pas respectées et aussi s'ils vont à la salle de sport sans être accompagnés ou surveillés par un adulte. Manque de temps, là on pourrait dire que les jeunes qui se consacrent trop au sport peuvent négliger leurs études. Voilà. Et ça peut affecter leur performance académique. Voilà, on y va avec le sujet numéro 2. Faut-il limiter l'accès aux écrans pour les enfants? Alors ici, le contexte, il est tout simple parce que c'est une problématique qui est tendance. Alors, on parle de l'ère numérique, de la technologie de nos jours et on peut mentionner les réseaux sociaux. Mais comme argument pour les écrans, on peut mentionner que les écrans, lorsqu'ils sont utilisés de manière appropriée, peuvent être des outils éducatifs puissants. Aussi, on peut parler de l'adaptation à l'évolution technologique, c'est-à-dire que les écrans préparent les enfants aux compétences numériques nécessaires dans le monde moderne. Voilà. Moyens de communication et d'interaction sociale, là c'est facile. Les écrans permettent aux enfants de communiquer avec leurs amis, leur famille, surtout s'ils sont éloignés géographiquement. Voilà.
Pour les arguments contre, nous avons le problème principal, ça serait la dépendance. Voilà, donc une utilisation excessive des écrans peut conduire à une addiction où les enfants passent beaucoup d'heures devant leur téléphone ou leur tablette. On peut parler aussi de sommeil parce que l'exposition aux écrans avant de se coucher peut perturber le sommeil, le cycle du sommeil. Induisent du stress lié aux réseaux sociaux. Voilà, facile. On parle de comparaison sociale, critique ou même cyberharcèlement. On continue avec le sujet numéro 3. Faut-il privilégier le télétravail? Voilà. Alors, on peut parler comme contexte, on peut mentionner la pandémie du Covid-19, comment les entreprises ont proposé leurs employés une flexibilité à l'heure de travailler depuis la maison. Donc, comme argument positif, on peut mentionner la flexibilité et l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. On peut aussi mentionner le gain de temps et d'argent, c'est-à-dire que le télétravail élimine les trajets quotidiens vers le bureau, ce qui permet d'économiser et gagner du temps. Et on mentionne aussi une meilleure concentration et autonomie à l'heure de travailler. Donc, le télétravail offre souvent un environnement plus calme et moins stressant que celui du bureau. En ce qui concerne les arguments négatifs, qu'est-ce qu'on a? Isolement et manque d'interaction sociale. Vous pouvez mentionner que le télétravail peut entraîner un isolement car les employés sont coupés de la dynamique sociale du bureau. Difficulté à séparer vie professionnelle et vie privée, c'est-à-dire quand on travaille à la maison, on peut recevoir des mails sur notre ordinateur ou notre portable et ça peut perturber, on va dire, notre vie privée et il peut être difficile de tracer une ligne entre les heures de travail et les moments de détente. Le télétravail peut réduire la visibilité des employés, ce qui pourrait entraîner une perception négative de leur engagement ou de leur productivité. Voilà. On continue avec le travail et on passe au numéro 4. On a une semaine de 4 jours. Voilà. Donc, pour le contexte, on peut parler de la situation actuelle et de l'évolution du monde du travail et de nouvelles conditions de vie. Et comme argument pour, ça serait une meilleure qualité de vie et une réduction du stress, meilleure productivité. Voilà, parce que bon, travailler moins de jours par semaine peut entraîner une meilleure productivité car les employés ont tendance à être plus concentrés et motivés sur des journées plus courtes. On parle de réduction de l'empreinte écologique et des coûts, un peu comme le télétravail. On peut dire une semaine de travail de 4 jours pourrait entraîner une réduction des déplacements quotidiens et ce qui réduit les émissions de carbone liées au trajet domicile-travail. Voilà. Argument contre. Difficulté d'adaptation pour certains secteurs. Okay, on peut mentionner quelques secteurs comme le commerce de détail, la santé, les services d'urgence, etc. Où il y a une présence constante et peuvent être moins flexibles quant à l'organisation du travail. Une intensification du travail et une fatigue accrue. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut parler de la pression accrue pour maintenir la même charge de travail. La fatigue. Voilà. Et finalement, une organisation plus compliquée pour les parents.
ici comme inconvénient de la semaine de 4 jours, on peut mentionner que pour les parents, notamment ceux qui ont des petits-enfants, des jeunes enfants, une semaine de 4 jours pourrait compliquer l'organisation de la garde des enfants ou des activités extrascolaires. Voilà. On continue et on va avec le redoublement scolaire, c'est-à-dire le redoublement est-il une solution? On peut parler de notre système éducatif ici en Espagne ou en France par exemple, où le redoublement est une mesure appliquée aux élèves qui n'ont pas atteint les objectifs fixés. Donc, après, pour les arguments, on peut mentionner que le redoublement peut offrir aux élèves une nouvelle opportunité de réussir. Aussi, favorise l'apprentissage, surtout pour leur base, c'est-à-dire en particulier dans des matières fondamentales comme les mathématiques, l'espagnol, le français, etc. Et finalement, le redoublement peut être vu comme un moyen de préparer les élèves à des défis futurs. Voilà. Argument contre. Séparation avec les camarades. Ok, le redoublement entraîne un inconvénient, c'est souvent la séparation des élèves avec leurs camarades des classes. Donc, ce qui peut créer un sentiment d'isolement. Manque de motivation. Alors, redoubler peut être démoralisant pour certains élèves, donc c'est qui peuvent percevoir ça comme un échec. Et finalement, l'impact psychologique, c'est la pression d'une nouvelle année scolaire dans un environnement déjà vécu peut entraîner du stress et de l'anxiété et parfois des problèmes d'image, de l'image de soi-même. On continue avec l'école et on a le numéro 6. Faut-il interdire totalement le portable à l'école? Ici, on parle des téléphones. Et on va voir, on peut mentionner l'utilisation du téléphone à l'école et comment il y a un débat autour de ça. Argument pour favorise l'attention. Là, ça serait plutôt argument pour interdire, ok? Ce n'est pas à faveur des téléphones. C'est les arguments d'accord avec l'interdiction du portable, du téléphone à l'école. Donc, si on interdit le téléphone à l'école, comme ils sont une source de distraction pendant les cours, ça peut favoriser l'attention. Renforcement des interactions sociales. Sans l'interférence des portables, les élèves sont davantage incités à interagir en face à face. Réduction des comportements inappropriés. Voilà, par exemple, quand on utilise les téléphones en classe, parfois les élèves, ils filment leur professeur. Donc, ça peut aider le fait de l'interdire parce que comme ça, on ne va pas les utiliser pour des comportements inappropriés, comme l'harcèlement en ligne, la diffusion des photos inappropriées ou la diffusion des photos des professeurs ou même la triche lors des examens. Argument contre. C'est un outil pédagogique potentiel, c'est-à-dire certains assurent que les portables peuvent être des outils d'apprentissage lorsqu'ils sont utilisés de manière appropriée, parce qu'il y a beaucoup d'applications, ou il y a beaucoup d'usages que peuvent être intéressantes dans le cadre académique. Voilà, permet aux parents de contacter leur enfant. Alors, interdire les portables pourrait empêcher une communication rapide en dehors des heures de classe, ce qui peut créer des inquiétudes chez les parents. Et finalement, développement de la responsabilité numérique. Nous avons les téléphones
peuvent être utilisés pour enseigner aux élèves la gestion du temps et la responsabilité numérique. Dans nos jours, dans notre monde moderne, ce point de vue peut être intéressant. Ok, on continue. Faut-il étudier pendant les vacances? On continue avec l'école. Et pour là, voilà, le contexte, ça serait parler du système éducatif, encore une fois, et parler de, dire que les grandes vacances sont un moment attendu par les élèves après une année scolaire intense. Et elles permettent de se reposer, mais certains profitent pour étudier ou pour avancer, pour préparer la rentrée scolaire. Donc, on va voir quels sont les arguments positifs d'étudier pendant les vacances et les arguments contre. Alors, pour les arguments pour, nous avons évite la perte des acquis, c'est-à-dire des révisions légères ou des activités éducatives peuvent permettre de maintenir les acquis. Et comme ça, on évite l'oubli de matières étudiées pendant l'année. Prépare la rentrée. Voilà, réviser pendant les vacances permet aux élèves d'aborder la rentrée et de se sentir un peu plus préparés. Maintien de la motivation. Étudier pendant les vacances permet de maintenir la motivation des élèves et le maintenir aussi engagé. Contre, qu'est-ce qu'on a besoin de repos? Alors, les vacances sont pour se reposer. Alors, c'est un moment essentiel pour que les élèves se reposent après une année scolaire intense. Et aussi pour les profs. Voilà. Le numéro 2, importance du temps libre pour d'autres activités. Ok, par exemple, on peut parler des vacances comme le moment idéal pour explorer de nouvelles passions ou de pratiquer des loisirs, voyager, passer du temps avec la famille, avec des amis, etc. Voilà. Et finalement, risque de surcharge et de démotivation, c'est-à-dire une charge d'études supplémentaire pendant les vacances pourrait entraîner une surcharge qui augmente le stress et la pression sur les élèves. Numéro 8, l'intelligence artificielle, une révolution pédagogique ou un danger. Ça, c'est un des thèmes les plus importants. Alors, on va voir, le contexte, c'est parler des l'essor rapide des technologies, surtout de l'intelligence artificielle, et la relation de l'intelligence artificielle avec le domaine de l'éducation, c'est-à-dire quand on utilise l'IA pour étudier, pour faire les devoirs, pour nous aider avec les examens, et aussi pour le prof, pour préparer les activités et les leçons. Voilà. Comme argument pour, on a automatisé certaines tâches répétitives. Voilà. Et ça peut, l'IA aide les enseignants et aussi les élèves à automatiser certaines tâches répétitives, facilite l'accès aux ressources éducatives et à la connaissance. Voilà, donc simplement, elle facilite l'accès aux ressources. Cela peut aider à identifier les difficultés des élèves plus rapidement. Ça serait plutôt un argument pour le professeur parce que peut nous aider à corriger, à identifier des erreurs ou voir quelles sont les difficultés. Comme argument négatif, nous avons un risque de dépendance aux outils numériques. Alors, il y a un risque d'appauvrissement des compétences humaines. Peut réduire l'interaction sociale entre les élèves et les professeurs. Et finalement, risque de favoriser les inégalités entre écoles. Par exemple, ça c'est plutôt quand il y a des écoles où ils ont des ressources, où ils ont des applications, des appareils, des écoles qui sont bien équipées en ce qui concerne l'IA. Et il y a d'autres écoles qui ne sont pas équipées, alors
il y a un risque de favoriser les inégalités entre écoles et les inégalités d'opportunités à l'heure voilà, de s'en servir. Donc, numéro 9, on continue. Les réseaux sociaux et l'image de soi. Voilà, ici on peut parler de réseaux sociaux, des ados, des jeunes adultes, des jeunes en général, voilà, de tous les types de réseaux sociaux, des contenus. Et pour les arguments positifs, comme argument pour les réseaux, comme un avantage, c'est le fait de pouvoir s'exprimer. Ok, donc les réseaux sociaux permettent de s'exprimer, de partager des moments de vie. Voilà. On peut utiliser les réseaux sociaux comme source d'inspiration et d'apprentissage. Voilà. Et aussi, il favorise la sensibilisation à des causes sociales importantes. Voilà. Comme argument contre. Facile, on parle de pression sociale et la quête de perfection irréaliste. Donc, il crée une pression sociale et une quête de perfection qui n'est pas bien, qui n'est pas bon pour la santé. Il favorise des comportements addictifs, et la surconsommation de contenu. Quand on fait du scroll comme ça, on défile des vidéos. Risques comme les cyberharcèlements ou la manipulation d'images. On peut parler voilà, de ce risque et mentionner les personnes les plus vulnérables. Ça serait dans ce cas-là les ados, les enfants, etc. Et voilà, ça serait le numéro 9. On continue avec le numéro 10. Et nous avons les influenceurs et les influenceuses. Okay? Une bonne source d'inspiration pour les jeunes. Bon, le contexte est le même que pour les sujets précédents. Alors, pour les arguments pour, on peut parler du contenu éducatif sur des sujets variés. Les communautés bienveillantes autour des passions communes, avec une ambiance saine et cool. Nouvelle opportunité de carrière pour les jeunes. Ça représente une nouvelle opportunité pour certains. Donc, c'est intéressant de le mentionner. Alors, les influenceurs poussent à la surconsommation et aux achats impulsifs. Il manque parfois d'authenticité à cause des partenariats rémunérés. Et finalement, ils exposent les jeunes à la désinformation et aux fake news. Voilà, donc il faut faire attention. Numéro 11. On est presque là. Faut-il interdire la fast fashion? Alors, ici, on peut parler de l'industrie de la mode et qui est dominée par la fast fashion, des vêtements qui sont fabriqués en Chine. La plupart ou dans des pays comme Chine, l'Inde, etc. Et il s'agit d'un modèle économique basé sur la production rapide et peu coûteuse de vêtements. Alors, cette consommation effrénée pose de nombreux problèmes. On va voir quels sont les arguments pour interdire la fast fashion. Ça serait quand on est d'accord avec l'interdiction. C'est un peu comme les téléphones à l'école. C'est la même stratégie, on va dire, structure. Réduction de l'impact environnemental. Voilà, donc interdire ces modèles ou en limiter l'expansion permettrait de réduire ces impacts environnementaux et favoriser une mode plus respectueuse. Amélioration des conditions de travail, ça c'est important parce qu'en interdisant cette industrie, il serait possible d'améliorer les conditions de travail des employés et garantir des salaires justes. Voilà. Incitation à consommer de manière plus responsable et durable.
Voilà, donc une interdiction de la fast fashion pourrait encourager les consommateurs à repenser leur mode de consommation. On va avec contre. Alors, prix plus élevé pour des vêtements éthiques. Voilà, cela pourrait rendre la mode plus coûteuse. Certains consommateurs n'ont pas l'alternative abordable. Donc, et s'il n'y a pas de solution abordable, des alternatives pour remplacer la fast fashion, ça pourrait laisser une partie de la population sans moyen d'acheter des vêtements à des prix raisonnables, entraînant ainsi des inégalités sociales. Finalement, la régulation peut être difficile à mettre en place à l'échelle mondiale, c'est-à-dire qu'imposer une interdiction ou des régulations strictes à l'échelle mondiale serait extrêmement difficile, voire impossible. Ok. Et le dernier sujet, c'est l'écologie. Voilà. L'écologie, matière obligatoire à l'école. Alors, le contexte, ça serait parler de l'urgence climatique et les défis environnementaux croissants. Et comme argument pour, nous avons sensibilisation aux enjeux environnementaux, c'est-à-dire que l'intégration de l'écologie comme matière obligatoire permettrait de sensibiliser les élèves dès leur plus jeune âge aux problématiques environnementales. Okay. Développer des comportements éco-responsables. Ok, donc ici, ça serait si on enseigne l'écologie à l'école, les élèves seraient encouragés à adopter des comportements plus durables dans leur quotidien. Favorise l'innovation et l'engagement des jeunes pour la planète, un peu la même chose, mais bon, ici on pourrait mentionner, voilà, on stimule leur créativité à l'heure de trouver des solutions pour aider la planète et pour respecter l'environnement. Des arguments contre la matière obligatoire à l'école. Voilà. Il existe déjà des cours abordant ces notions, sciences et géographie. C'est-à-dire que les thèmes liés à l'écologie sont déjà traités dans différentes matières comme les sciences, géographie, etc. Risque d'alourdir le programme scolaire déjà chargé. Un peu la même chose, les programmes scolaires sont déjà bien remplis et il y a pas mal de matières à couvrir, donc ça serait un peu difficile d'introduire une autre matière obligatoire. Et finalement, certains pensent que cela peut être trop politisé ou idéologique. Voilà, c'est le conflit, le débat d'habitude. Il existe des préoccupations que l'enseignement de l'écologie dans les écoles puisse être influencé par des opinions politiques ou idéologiques. Donc, voilà, ça serait tout. C'est fini. J'espère que tu vas trouver cette vidéo intéressante pour préparer ton examen. Et bon, à la prochaine. Bonne chance!